Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Dans l'actualité, ce jeudi, l'arrivée d'un paquebot de 326 mètres de long à Brest. C'est le plus gros de la saison cette année dans la cité du Ponant. On suivra aussi de jeunes agriculteurs finistériens qui repartent sur les traces des Johnnies près de Roscoff. Et puis le retour à la mer d'encre vieille de plus de 2 siècles à Plomeur dans le Morbihan. Dans le duplex, aujourd'hui, nous serons avec Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et on fera le point avec vous sur l'offensive touristique de Rennes. Oui, c'est ça, à l'est du Nouveau en fait. Eh bien, on en parle avec vous dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 11 mai 2017. Et embarquement immédiat dans ce début de journal sur le Norwegian Gateway, plus gros paquebot accueilli cette année dans le port de Brest. Il est arrivé pour une escale d'une journée ce jeudi matin. À l'intérieur, plus de 5500 personnes, dont près de 3000 touristes. Alors, les retombées économiques sont-elles au rendez-vous pour la ville? Le reportage de Frédéric Lorenzon et Pauline Ferco. 326 mètres de long, plus de 4000 passagers, 1500 membres d'équipage, le Norwegian Gateway, le plus gros paquebot accueilli dans le port de Brest en 2017. Une escale pour la clientèle américaine qui passe 15 jours à bord entre Miami et Copenhague. Certains filent vers les sites touristiques finistériens, d'autres prévoient juste de découvrir la ville à pied. Heureux de poser le pied à terre. Je vais juste suivre la visite à pied dans Brest. Déjà remarcher sur la terre ferme. Nous avons été en mer pendant 11 jours. Invités à bord, les Brestois mettent en œuvre tout pour accueillir le paquebot et ses croisiéristes. Une clientèle économiquement séduisante. Alors un touriste qui vient en général en Bretagne, on dit qu'il dépense en gros 53 €. Par contre, quand c'est un croisiériste, c'est entre 90 et 100 €. Alors je m'explique, entre 90 et 100 €, ça dépend un petit peu de quelle est la clientèle du paquebot. Le commandant apprécie l'accueil. L'entrée dans le port de Brest n'a pas posé de problème, mais les marées bretonnes donnent du fil à retordre à l'équipage. La difficulté dans ce port, c'est le marnage. Le bateau est actuellement en train de descendre de 5 à 6 mètres depuis que nous sommes arrivés. Donc nous sommes obligés de changer la passerelle à différents ponts. C'est un défi car nous avons 3800 passagers à débarquer. Mais c'est la nature, donc nous devons nous adapter. Mais je pense que l'escale s'est bien déroulée dans l'ensemble. En 2017, Brest prévoit d'accueillir près de 12 000 passagers. C'est 3 fois moins qu'en 2010. Un seuil trop faible pour envisager l'installation d'infrastructures dédiées à l'accueil des croisiéristes. Et dans les airs, maintenant, la compagnie Hop Air France qui dessert les aéroports de Brest et Quimper dressait son bilan ce jeudi. L'activité a baissé en 2016 mais redémarre pour Brest, plus 3% au premier trimestre 2017. En revanche, le trafic est toujours en baisse à Quimper et un nouvel élément pourrait encore perturber le trafic aérien en Bretagne, l'arrivée de la LGV. Hélène Abraham, la directrice commerciale de Hop Air France, ne s'en inquiète pas pour l'instant. Elle répond au micro aux questions de Camille Pochet. Le premier concurrent du transport aérien en France, c'est la SNCF, et je crois qu'ils sont présents historiquement sur de très nombreuses lignes. L'accélération de la desserte mettra quand même Brest à plus de 3h30 de la capitale. Un vol pour Paris aujourd'hui, c'est 1h10 de vol en moyenne, on va dire. L'avion est le seul moyen au départ de Brest de passer une demi-journée à destination. Lorsque vous avez avec Hop Air France 6 vols par jour sur Orly, c'est la possibilité de faire un aller-retour journée ou une demi-journée, mais c'est vraiment le seul moyen qui permet de le faire. Donc bien sûr, il y aura des phénomènes de curiosité autour de ce train, mais j'attends de voir aussi quelle est leur politique tarifaire. Transport toujours, et on parlait de la ligne grande vitesse il y a quelques instants, et bien on continue de l'évoquer dans le duplex avec Benjamin Bréon. Alors Benjamin, Rennes met le paquet pour attirer les touristes, dites-nous en plus. Oui, Julie, en fait, c'est une fusée à 2 étages. Le premier, c'est cette nouvelle campagne d'affiches dévoilée ce jeudi. En fait, Rennes s'approprie et décline la campagne bretonne qui a tant plu, qui a fait tant de bruit sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est la capitale bretonne qui vante ses propres mérites, sa proximité avec Paris, sa vie culturelle foisonnante ou son penchant pour les nouvelles technologies. Et alors, le deuxième étage de la fusée, qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, ce sera bien sûr le 1er juillet, l'inauguration de la ligne à grande vitesse. Il faut dire que Bordeaux inaugure sa propre ligne à grande vitesse le même jour. Or, Rennes n'entend pas laisser à la plus grosse des deux villes la plus grosse part de l'attention médiatique. À la métropole rennaise, on parle même de blitzkrieg pour évoquer la concurrence de communication entre les deux métropoles. Au menu donc, diverses animations et notamment la place du Parlement de Bretagne transformée en une véritable gare, mais aussi des expositions gratuites, un train de personnalité dont on ignore d'ailleurs le nom, etc., etc. Et alors le reste de la Bretagne, comment intervient-il là-dedans ? Eh bien, chacun aura remarqué que Rennes a une petite tendance à se garder la plus grosse part des gâteaux bretons, quels qu'ils soient. Mais là, la SNCF a fait un effort avec la participation d'autres gares, comme Lannion, Morlaix, Brest, Vannes ou Auray, où seront installés des commerces éphémères et puis des villes dans lesquelles des animations devraient être organisées. Bref, tout sera prêt pour bien accueillir les touristes, maintenant que le temps de trajet ne devrait pas leur faire trop peur. Non, je me moque, mais en fait, on est bien content de les accueillir. On leur demande juste de ne pas oublier leur ciré jaune. Merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, pour toutes ces informations. À bientôt. Les Côtes d'Armor ont maintenant une maison de l'Europe. C'était le seul département breton à ne pas en être doté. L'espace Europe Armor a été inauguré ce jeudi. 9 salariés accueilleront les personnes pour les informer et les aider dans leurs projets. Pour Alain Cadec, le président du conseil départemental des Côtes d'Armor et député européen, c'est une manière de montrer que l'Europe est une chance. Mathilde Kemener l'a rencontrée. Malheureusement, l'Europe est parfois montrée du doigt en disant si ça ne va pas, c'est à cause de l'Europe, c'est à cause de l'Europe ceci, c'est à cause de l'Europe cela. Alors que, en fait, on oublie de dire parfois, si là ça marche bien, c'est grâce à l'Europe. Je pense notamment à la politique agricole commune. C'est vrai qu'elle est imparfaite, mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas la PAC, il n'y aurait plus d'agriculture en France. Il faut quand même le dire. Je pense aussi à des sujets extrêmement concrets. Si Saint-Brieuc et les Côtes d'Armor vont bientôt être à 2h15 de Paris par le TGV, c'est grâce à l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui a financé, à travers le FEDER, une bonne partie de la LGV, par exemple. Dans les eaux nord-finistériennes, de jeunes agriculteurs ont appris à voguer ce mercredi et ce jeudi. Ils suivent le chemin des Johnnies, ces cultivateurs qui allaient vendre l'oignon en Angleterre. Et comme eux, ils vont traverser la Manche sur des voiliers. Un projet que nous raconte Camille Pochet. Ces lycéens, futurs agriculteurs, sont plus habitués aux champs qu'à l'océan. Pourtant, 10 d'entre eux vont bientôt traverser la Manche sur 2 voiliers différents. Ils étudient et suivent la route des Johnnies, ces cultivateurs du Nord Finistère qui ont quitté leur terre au 19e siècle pour vendre des oignons roscovites en Angleterre. L'objectif, c'est de leur montrer ce qui est possible. Les Johnnies ont répondu à une crise à l'époque agricole. Nous, on leur montre que voilà, derrière, ça a développé un port de plaisance, ça a développé tout un pôle économique, et leur montrer que c'est possible, si on est créatif, de répondre à la conjoncture agricole. L'heure, pour l'instant, est à l'entraînement. Le skipper professionnel qui les accompagnera jusqu'à Plymouth leur enseigne les rudiments de la voile. On passera entre le quai du ferry et la tourelle qu'on voit là-bas. Je vise à peu près le milieu. Ok. T'avais déjà dirigé un bateau? Non, jamais. Tu conduis quoi d'habitude? Des tracteurs, des motos. Tu pensais un jour conduire un voilier comme ça? Non, jamais. Ils apprennent la voile, montent eux-mêmes leur dossier pour obtenir des subventions, préparent un plan comptable pour vendre des légumes en porte-à-porte en Angleterre. On s'est dit que ça pouvait être une bonne aventure parce qu'on va représenter les Johnnies dans le temps et que ça va rapporter des choses à notre école, ça va la faire se connaître. Et c'est un voyage qui est très rare. Ce premier tour en voilier les a motivés. La prochaine fois, ce sera 24 heures et ils seront en plein milieu de la Manche. Et toujours côté mer, à Ploemeur, dans le Morbihan, ce jeudi matin, 4 ancres du 18e et 19e siècle ont été remises à l'eau. Après 3 tentatives ces derniers jours annulées à chaque fois à cause de la météo, ce quatrième essai fut le bon. Ces objets archéologiques sont désormais accessibles au public. Ils sont au cœur d'un sentier sous-marin de plus de 200 mètres et Clara Gestin nous montre tout cela en images.
4 ancres du 18e et 19e siècle réimmergées dans l'anse du Stoll à Ploemeur, c'est le projet d'Anne Oyoberry, archéologue sous-marin. Alors l'intérêt, c'est l'accès à du patrimoine. Voilà, c'est une autre forme de musée, vous voyez, c'est quelque chose de plus moderne, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un billet d'entrée pour rentrer au musée et voir des objets archéologiques. Là, on va mettre son maillot de bain d'abord. Et puis aller gratuitement visiter ces ancres en nageant un petit peu et puis en venant les voir depuis la surface ou par le fond si on a envie de faire des apnées ou bien si on est plongeur. La mission répond à l'appel à projet Héritage littoraux lancé par la région Bretagne, une opération délicate réalisée par une entreprise de travaux maritimes du pays Lorientais. Ce genre de choses, non, on les fait vraiment pas souvent. C'est la première fois qu'on a à faire un parcours de plongée comme ça. Une opération comme ça, en fait, on vient, on récupère les ancres avec la grue du bateau et ensuite mis sur le pont. Donc on les voit sur le pont. Et alors après on va sur zone définie par le préfet. Donc on va repérer la zone et ensuite on immerge les ancres selon un angle et un axe définis par Anne. Donc après on pose les ancres qui en fait définissent un parcours de plongée pour l'initiation. Le site sera accessible à tous les plongeurs, amateurs ou professionnels. 10 mètres de profondeur à marée haute, 4 mètres à marée basse. Masques et tuba seront nécessaires pour découvrir ce musée sous-marin. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon avec aujourd'hui des images d'un cavalier breton, des boulangers artistes et un jardin qui respire l'évasion. Dimanche à 17h, 12 élèves en boulangerie-pâtisserie du lycée du Paraclet à Quimper entendront le verdict des jurés du concours de pain décoré de Bourg-Blanc. Ils étaient cette semaine encore à l'entraînement et on était très loin de la classique baguette, même s'il paraît, ils le disent eux-mêmes que leurs pains sont plus beaux que bons. Sur l'île de Bas, au large de Roscoff, le jardin Georges Delacelle fêtera ce week-end ses 120 ans. 120 ans à créer un îlot poétique pour amateurs de botanique avec quelques 2500 plantes des 5 continents entretenues à la faveur du microclimat de l'île, une parenthèse enchantée. Enfin, c'est ce vendredi que débute à la Baule le concours international de saut d'obstacles 5 étoiles. Parmi les concurrents, pour la première fois depuis près de 10 ans, un Breton, Bernard Briand-Chevalier, qui entend briller juste à côté de la maison, dit-il. Alors, bonne chance à lui. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve à 19h demain pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, vous nous suivez, vous réagissez évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de TBO et TB Sud. Il y a bien sûr les sites internet pour nous retrouver. Je vous dis une très bonne soirée. À demain.